faire abstraction du contexte dans lequel nous sommes plongés ces jours-ci. Et si le maître des cérémonies m'autorise, je souhaiterais qu'il y ait 1 minute de mon temps qui soit retirée et qui soit 1 minute de silence partagé pour tous ceux et celles qui souffrent sous les bombes en Ukraine. Je sais qu'il y a une collègue notamment qui a des liens particuliers avec l'Ukraine, mais et aussi à nos amis russes, collègues, etc., qui ne se reconnaissent pas dans cette barbarie qui monte. Donc je ne souhaite pas que ma prise de parole soit politique, mais elle est complètement anthropologique, puisque je suis de la génération d'après-guerre, et pour moi l'Europe est d'abord une espérance. Elle est liée à l'humanisme des Lumières et bien d'autres choses encore. J'ai écrit là-dessus. Et donc aujourd'hui, je souffre en empathie avec tous ceux qui sont sous les bombes au moment où nous parlons. Donc je demande à ce qu'il y ait 1 minute qui soit retirée pour que ça soit 1 minute de silence partagé. La minute, tu la veux avant ou après? Maintenant, Alors allons-y et voilà. tu la stoppes quand tu veux. Merci, D'accord, merci Francis. Je suis très Ah, sensible silence, à on cette l'a dit. intervention. merci. Bien, je vous remercie les uns et les autres pour votre attention. Donc, je suis très honoré de passer après Jésus, parce qu'en fait, cette notion de figure inspirante qui me semble-t-il, hein, n'a pas été théorisée en tant que telle. Or, pour moi, enfin, c'est une idée profondément chrétienne. Bon, j'ai pas besoin de le démontrer puisque ça a été illustré précédemment. Pour moi, je fais une distinction fondamentale entre figure inspirante et modèle, parce que le modèle modélise et tend vers le semblable. Une figure inspirante, c'est bien d'autre chose. Et 2000 ans de christianisme nous apprend la manière dont l'Église catholique, apostolique et romaine en particulier, mais elle n'a pas le monopole dans le domaine, a construit cette notion de figure inspirante. Je rappellerai comment, à travers les conciles, à travers les pères de l'Église, à travers les procès en béatification, à travers les différents grades, bienheureux, saints, pères de l'Église, etc., comment cette notion de figure inspirante a traversé tout le christianisme, à commencer par la figure de Jésus-Christ. Alors, je me réfère là, j'aime bien toujours donner des références qui me sont a priori extérieures, même si je vis les choses aussi de manière intérieure. C'est François Julien. François Julien a écrit des choses assez extraordinaires en considérant le christianisme comme une ressource culturelle n'impliquant pas nécessairement de passer par la case la foi. Hein, donc, voilà, j'ouvre une porte et puis après, chacun éventuellement s'en saisira. Alors, mon propos que je vous propose aujourd'hui, et en respectant le temps qui m'est imparti, en fait, c'est un chapitre que j'ai proposé lors de mon HDR, habilitation à diriger des recherches en 1999, où j'ai proposé une analyse du champ de l'orientation, alors champ au sens bourdieusien du terme, dont vous trouvez une référence très explicite dans le Monde diplomatique de février 2022, où on précise la notion bourdieusienne de champ. Et j'ai essayé de montrer que l'orientation peut être pensée comme un champ social notamment, traversé par différentes contradictions. Et ces contradictions, ces tensions, ces créations aussi, ne sont pas uniquement abstraites, mais elles sont incarnées. On ne sort pas du christianisme. Elles ont été incarnées par de grandes figures. Alors, en 99, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque la prosopographie, c'est-à-dire l'étude des personnages qui laissent une trace dans les mémoires. Alors, pour l'orientation en particulier, ça peut être des grands psychologues, mais ça peut être des créateurs d'institutions, de services, etc., etc.
Et donc, pendant une dizaine d'années, de manière très obscure, c'est presque un travail de moine, j'ai essayé de partir à la rencontre de ceux qui ont laissé une trace institutionnelle de leur activité. Alors, j'ai pris comme critère contemporain du XXe siècle, être né, homme ou femme, en 1932 ou avant, mais pas après, parce que je voulais pas faire le who is who des personnes en exercice. Et j'ai relaté de manière assez objectiviste, voilà, leurs actions pour penser plus largement le champ social. Et en faisant ce travail, je vous dis sur près de 10 ans, il y a une bonne forme, au sens gestaltiste du terme, qui est apparue, c'est que ce champ social de l'orientation peut être structuré comme un jeu de cette famille, comme un jeu de cette famille. Alors là, je renvoie aux travaux de Joseph Saint-Fleur qui a pensé la notion de jeu chez Wittgenstein notamment. Voilà. Donc je me suis inspiré de ça et j'ai trouvé de manière intuitive et empirique que voilà, au XXe siècle, le champ social de l'orientation est structuré comme un jeu de cette famille. Donc je vous énonce ces 7 familles. Bien sûr, je ne vais pas vous citer les 900 personnes que j'ai répertoriées, mais au moins une figure qui peut incarner une grande famille. Alors, famille numéro 1, c'est ce que j'ai appelé la figure des philosophes, des pédagogues et des philanthropes. Et là, je vous proposerai la figure de Roger Gall, 1906-1966. La deuxième famille, c'est la famille des psychologues, psychosociologues français. Et là, il y a une figure qui, de mon point de vue, émerge de manière tout à fait fondamentale. C'est la figure de Geneviève Latreille, 1929-1982. La troisième figure, c'est la figure des psychologues étrangers, mais qui ont laissé une place dans la culture française parce qu'il y a eu des échanges universitaires, il y a eu des emprunts aussi, etc. Et là, la figure de Carl Rogers, 1902-1987, s'impose dans le contexte français, notamment dans le cadre de l'Institut national d'orientation professionnelle, l'INETOP CNAM Paris. La quatrième figure, la quatrième famille, j'ai regroupé ça à travers les sociologues, les démographes, les économistes et autres, donc qui incarnent le mouvement des sciences humaines et sociales au XXe siècle et qui ont produit voilà, une théorie originale sur le plan de l'orientation. Et là, j'ai mis en exergue la figure de Georges Lapassade, 1924-2008. Enfin, la cinquième figure, la cinquième famille, ce sont les médecins, les psychiatres, les travailleurs sociaux qui ont défendu des positions tout à fait originales, humanistes et parfois singulières sur le champ de l'orientation, des jeunes principalement, mais aussi des travailleurs et plus rarement des adultes. C'est Édouard Toulouse, 1865-1947. Alors, l'avant-dernière famille que j'ai repérée, c'est la famille qui appartient à des hommes ou des femmes politiques, de grands administrateurs, inspecteurs généraux par exemple, créateurs d'institutions. Et là, il y a une figure qui se détache, une figure héroïque qui se détache, c'est Jean Zay, en 1904-1944, qui a été, comme vous le savez, ministre de l'Éducation nationale et qui a promulgué des idées éducatives tout à fait importantes sur l'orientation. Et enfin, la famille numéro 7, je dirais, c'est un peu la famille des obscurs. Ils ne sont pas forcément l'auteur de théories, d'institutions, etc. Mais ce sont des praticiens-chercheurs qui ont été sur les terrains d'intervention des leaders, c'est-à-dire des gens qui ont payé de leur personne et qui parfois se sont distingués par des innovations tout à fait intéressantes. Par exemple, généralement en France, on fait l'impasse sur l'orientation professionnelle intellectuelle. On associe le mouvement d'orientation au mouvement populaire. C'est une grossière erreur. Il existe une orientation professionnelle notamment, intellectuelle, c'est-à-dire bourgeoise. Et là, il y a eu un administrateur hors pair qui a perçu les problématiques d'orientation entre les deux guerres. C'est Alfred Rosier qui a créé le Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaire et professionnelle. Ces dates, c'est 1900-1987. Bref, on a là un jeu de cette famille qui fait écho de la structuration interne du mouvement francophone d'orientation professionnelle dont la France a joué un rôle pionnier au cours du XXe siècle. Je vous en remercie.